Ok, bon, alors je me présente, Laurence Protz, je suis microbiologiste, je dirige le plateau technique de bactériologie de l'Institut Arnaud de Sanck. Je suis référente en antibiotiques, membre du bureau du réseau d'infectieux PACA, je suis membre du réseau Azur-Klein et à l'occasion, je suis aussi évaluatrice technique pour le COFRAC en microbiologie, c'est l'organisme qui accrédite les laboratoires de biologie médicale. Alors, je suis très contente d'être parmi vous devant un si bel auditoire et nous allons parler d'une des manières un levier, on va dire, pour mieux lutter contre l'antibiorésistance. Donc, c'est l'antibiogramme ciblé. En 2014, le sous-directeur de l'OMS a émis l'information suivante: si nous ne faisions pas des efforts collectifs dans l'urgence, on aurait à nouveau des bactéries qui allaient nous tuer sur des infections qui sont relativement simples. Donc là où il a insisté, c'est qu'il y a à la fois l'urgence, à la fois les acteurs et à la fois la coordination entre les acteurs. En sachant que les acteurs, c'est le monde médical, mais c'est pas que. C'est les vétérinaires, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est les gens qui nous dirigent, les politiques, donc les décideurs. Bien sûr, c'est l'agriculture. Enfin, globalement, c'est aussi une vision de l'environnement. L'antibiogramme ciblé. Pourquoi on fait l'antibiogramme ciblé? Donc, suite à ce qui a été dit par le sous-directeur de l'OMS, la Direction générale de la santé a dépêché le professeur Carlet, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un ancien réanimateur de Saint-Joseph. Donc, il l'a dépêché pour faire force de proposition, task force, afin de réunir toutes les compétences pour trouver des idées sur la lutte contre l'antibiorésistance. Donc, il faut savoir que Carlet, il a la présidence de l'Alliance mondiale contre l'antibiorésistance. Et puis finalement, l'objectif, c'était de faire un rapport de proposition qui travaille à la fois sur le coût de l'antibiorésistance, le bon usage des antibiotiques, la communication, l'information et l'éducation, la recherche et l'innovation, et bien entendu, le tout en concertation avec l'ensemble des dirigeants, peut-être ça va marcher, voilà, de ce monde. Donc en septembre de l'année précédente, à New York, l'ensemble des dirigeants se sont réunis pour coordonner chacun leurs actions, de manière à écrire une sorte de charte sur un engagement, on va dire universel, à lutter contre la résistance aux antibiotiques. En sachant que si on ne fait rien, donc en 2050, on aura 10 millions de morts par an uniquement liés à l'antibiorésistance. Alors, quand on va un peu plus dans le détail de ce rapport fait par Carlet, on évoque 3 problématiques. Donc ces 3 problématiques, elles sont issues de 2 enquêtes très robustes, qui sont l'enquête Burden, qui est une enquête faite par le réseau BMR sous l'égide du CECLIN Paris Nord, donc qui a travaillé sur la morbidité, la mortalité des infections à bactéries multirésistantes. Et à côté de ça, l'INVS avec l'ANSM a travaillé sur la consommation d'antibiotiques ainsi que l'évolution de la résistance et des effets indésirables avec les réseaux de pharmacovigilance. C'est une enquête qui s'est réalisée de 2004 à 2014. Donc c'est une grosse enquête. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'on a une consommation qui n'est pas contrôlée. Pas contrôlée, c'est-à-dire qu'on a 30 à 50% de prescriptions qui sont complètement inutiles. Ok ? Ça concerne pas que la ville, en fait, ça concerne tous les acteurs. Ça concerne la ville, les établissements de santé, les EHPAD. Cette surconsommation, elle est chiffrée par rapport à la moyenne européenne à 71 millions d'euros supplémentaires. Et si on se base par rapport aux pays les plus vertueux, on a 441 millions d'euros de consommation inutile d'antibiotiques. Donc, vous voyez, c'est énorme. Quand on regarde un petit peu ces antibiotiques, c'est pour des bronchites, c'est pour des rhinites, c'est pour des angines,
c'est pour des colonisations urinaires. Donc la deuxième problématique, c'est que l'antibiothérapie, ça entraîne une coévolution bactérienne. Donc vous savez que les bactéries, elles existent avant nous, elles existent en nous, elles existeront après nous. Elles coévoluent, hein, elles ont du matériel génétique qui est mobile, mobilisable, avec des mutations. Donc elles réagissent systématiquement à une agression. On met un antibiotique, on l'agresse. Donc à partir du moment où on l'agresse, elle s'adapte, elle coévolue. Cette résistance, elle devient inquiétante. Elle est inquiétante parce qu'elle utilise toutes les stratégies possibles, c'est-à-dire qu'il y a des mobilisations de bactéries qui sont des bactéries environnementales sur des bactéries humaines. Il y a des modes de contamination qu'on appelle verticaux, c'est-à-dire je vais transmettre à mes descendants. Il y a des modes de combinaison qui sont horizontaux, c'est-à-dire que je vais transmettre à mes copains, à mes copines. Voilà. Et le tout, c'est dans ce monde merveilleux via l'eau, via les animaux. Vous savez par exemple qu'il y a une étude qui a été faite par les vétérinaires qui se sont mis vraiment à maîtriser les antibiotiques. Donc les veaux d'abattage sont porteurs de BLSE à 30%. Vous voyez? Donc il n'y a pas que nous. Donc cette coévolution, qu'est-ce qu'elle entraîne? Donc, je vous l'ai dit, c'est lié aux activités humaines. L'étude Burden a montré qu'elle entraînait 158 000 infections à bactéries multirésistantes en France. Okay. Mais ce n'est pas tout. On a tout ce qui est effet collatéral. Donc, effet collatéral, c'est la iatrogénie. La iatrogénie, en fait, c'est 50% de iatrogénie qui sont graves, c'est-à-dire d'effets secondaires liés à l'utilisation des antibiotiques. Ça concerne dans la majorité des cas les bêta-lactamines et on a essentiellement des effets à type cutané, hémato-digestif. Les infections liées aux soins, eh bien forcément, quand on recourt à des antibiotiques de plus en plus hospitaliers, ça veut dire qu'on va mettre des PICC lines, on va mettre du matériel. Donc on va générer des infections possibles sur cathéter. Mais il n'y a pas que ça, on va favoriser l'implantation de bactéries potentiellement virulentes comme Clostridium difficile. Donc actuellement, on a des vraies infections liées aux soins Clostridium difficile qui sont liées à une mauvaise utilisation des antibiotiques en amont. Hein. On va traiter, par exemple, on va traiter une sinusite ou on va traiter une bronchite avec de l'oroquène et résultat, on va se retrouver avec une diarrhée Clostridium difficile. Enfin, on a une impasse thérapeutique. On appelle les bactéries multirésistantes émergentes, on appelle ça des bactéries tautorésistantes. C'est-à-dire qu'elles sont résistantes à tout. Voilà, on n'a plus aucune stratégie possible. Donc l'enquête Burden a montré qu'il y avait 12 500 décès qui sont liés à ces bactéries multirésistantes. Alors l'OMS, de manière très récente, ils sont très dynamiques, hein, notamment aux États-Unis, en Angleterre. L'OMS a publié, a fait une lettre, un communiqué de presse pour inciter l'industrie pharmaceutique à travailler sur les nouveaux antibiotiques et à lister un certain nombre de bactéries qui sont considérées comme des bactéries prioritaires. Donc parmi ces bactéries prioritaires, il y en a un qui nous intéresse plus particulièrement en médecine humaine, donc c'est les entérobactéries qui sont résistantes au carbapénème et productrices de BLSE. Il nous faut absolument des nouveaux antibiotiques pour ces bactéries. Alors, un petit état des lieux. Vous connaissez le CDC? Le CDC, collecte toutes les informations épidémiologiques de l'ensemble des pays européens qui transmettent leurs données. Alors ça, ce sont des données de 2015 sur l'utilisation des antibiotiques par voie orale. Donc nous sommes, vous voyez, en orange. Orange, ça correspond à la catégorisation de doses définies journalières par jour pour 1000 habitants sur la catégorisation quasiment la plus importante. C'est-à-dire que plus on est orange-rouge, plus on consomme d'antibiotiques. On est considéré comme le quatrième consommateur d'antibiotiques et le plus important parmi les 30 pays qui sont représentés.
en sachant que avec nous, il y a l'Italie, et devant nous, il y a la Roumanie et la Grèce. Là, c'est quand même assez évident. Vous voyez en vert, c'est notre consommation d'antibiotiques qui se situe donc de 2002 à 2014. Alors au niveau de la barrière rouge, je vous ai mis la période 2002-2004 où il y a eu la première campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique. Donc on a vu qu'il y a eu une petite diminution de la prescription des antibiotiques, mais ça n'a pas fait boule de neige, c'est-à-dire qu'à partir de 2004, on a à nouveau augmenté notre consommation d'antibiotiques. Cette consommation, de manière globale, elle s'est augmentée de 7%, mais vous voyez qu'on est 2 à 3 fois, voilà, c'est 2 fois plus consommateur que l'Angleterre, qui est représentée en dessous, ainsi que l'Allemagne. Quand on détaille par antibiotique, donc c'est toujours l'Allemagne, l'Angleterre et la France. Donc là, c'est la consommation de l'association amoxicilline acide clavulanique, autrement dit l'augmentin. On a une augmentation très conséquente. Elle se chiffre à 39% sur 10 ans. Donc l'augmentin, c'est un antibiotique critique. Donc on reverra ce que c'est que la définition de la criticité. C'est une vraie problématique d'avoir une augmentation de ce type d'antibiotiques. C'est pour ça que quand on fait de l'épidémiologie, il faut vraiment faire de l'épidémiologie fine pour voir où sont exactement où on doit cerner les problèmes. Alors, c'est sûr qu'on a des chiffres très globaux, vous voyez. Maintenant, on va un peu séparer l'hôpital de la ville. Donc là, c'est en DDJ par 1000 journées d'hospitalisation. Donc en moyenne, à l'hôpital, on est à 2,18 DDJ. Oh, je vais essayer de faire ça, si ça marche. Ça ne marche pas, ça marche. Voilà, ici. OK, et vous voyez, en ville, on se situe à 30. Mais on est en parcours du patient, hein. Donc il y a des patients qui sortent de l'hôpital avec des prescriptions d'antibiotiques et qui vont en ville. Ok ? C'est assez impressionnant. Bon, c'est pas que. Quand on regarde les prescriptions qui correspondent, vous voyez, c'est essentiellement des bêta-lactamines. Ce qui nous ramène à cette histoire on a une augmentation assez conséquente de l'association amoxicilline augmentin. Donc les bêta-lactamines, c'est toutes celles qui sont en bleu. Quand on regarde les rouges, là, qui sont ici, finalement, c'est assez stable. Les quinolones, c'est stable. Alors, en établissement de santé, on est où? On n'est pas comme en ville, on est 7e rang. Un peu mieux, mais c'est pas ça. 7e rang sur 23 pays qui ont bien voulu donner leur journée. Et quand on regarde un petit peu les doses journalières pour 1000 journées d'hospitalisation, la moyenne, c'est 430. En sachant qu'il y a des spécificités dans les établissements de santé, c'est-à-dire qu'on a surtout des consommations de ceftriaxone. Une augmentation assez conséquente, vous voyez, 153% d'augmentation de la prescription de Rocéfine sur 10 ans. Il n'y a pas que, il y a une augmentation de la tazocilline de l'ordre de 100% et des carbapénèmes de l'ordre d'environ 50%. En même temps, ces chiffres sont très disparates selon les régions. En région ouest, région est, on sait qu'on ne pratique pas de la même manière. C'est la raison pour laquelle nous allons nous plonger dans l'Institut Arnaud de Sanck. Alors, l'Institut Arnaud de Sanck, je vous expliquerai un petit peu ce qui a été fait suite à la signature de la charte de bon usage des antibiotiques. Donc, nous avons adhéré grâce à Madame Gandouin à Consores, qui nous permettent de suivre notre écologie en parallèle avec notre consommation d'antibiotiques. Ça représente le nombre de doses définies journalières pour 1000 journées d'hospitalisation pour la partie publique. Je ne sais pas s'il y a des gens qui représentent la partie publique. Non. Alors, en rouge, l'avantage de Consores, c'est génial, c'est que ça vous compare. Il y a à peu près 500 établissements au jour d'aujourd'hui en France
qui transmettent leurs données à Consores. Donc les données sont de plus en plus solides, de plus en plus robustes. Vous êtes comparé par rapport à vos données administratives, donc votre statut. Donc là, c'est le public. En rouge, c'est le nombre. Excusez-moi, il faut que je prenne. Donc il y a 95 établissements publics qui sont exactement dans la même zone que la partie publique de l'Institut. C'est-à-dire l'Institut, enfin le côté ESPIC, délivre 454 doses journalières pour 1000 journées d'hospitalisation. Donc on peut dire qu'on est dans la moyenne nationale sur la partie publique. Donc ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire du détail. Et après, dans le détail, on regarde un petit peu quels sont les antibiotiques les plus prescrits. Bon, ben, l'amoxicilline, ça paraît un petit peu logique. Hein, il y a pas mal d'endocardites. Mais en seconde intention, c'est l'augmentin qui arrive. La partie privée. La partie privée, là, on se retrouve avec 801 doses définies. Donc, on est 2 fois plus prescripteur d'antibiotiques sur la partie privée que sur la partie publique. On se situe parmi 6 établissements qui ont ce type de consommation. Et quand on regarde les prescriptions, vous voyez ce qui arrive en premier, c'est l'augmentin. Donc ça, finalement, ça nous paraît logique. Par contre, là, il y a un gros travail à faire sur les fluoroquinolones parce qu'elles sont beaucoup trop prescrites par rapport à ce qui s'est passé actuellement dans la logique de diminution de prescription des fluoroquinolones. Alors pourquoi il faut être très vigilant et penser à soi, ses enfants, son écosystème parce que le risque, il est réel. Alors ça, c'est une très belle maquette qui a été faite par les gens de Poitou-Charentes, qui explique aux patients qu'est-ce que c'est que le monde bactérien. Le monde bactérien, c'est 90% de notre corps. Beaucoup quand même. Hein. Donc quand on met des antibiotiques, on détruit une grosse partie de notre corps. On est dans la destruction. La biomasse terrestre, c'est 80% de bactéries et 20% de cellules végétales. Et quand vous, bien constitué, vous réfléchissez à votre écosystème, vous avez 100 000 milliards de bactéries dans le tube digestif, vous en avez 1000 milliards sur la peau, vous en avez 10 000 milliards sur les cellules humaines, 10 000 milliards, donc on a beaucoup plus de bactéries qu'on a de cellules. Donc c'est embêtant quand on met des antibiotiques. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va aller titiller les 100 000 milliards de bactéries qui sont dans notre tube digestif. Ces 100 000 milliards de bactéries, c'est 99,99% d'anaérobie. Quand on met de l'augmentin ou du flagyl, on décanille, c'est 99,99%. Donc on laisse la place aux autres, les autres qui sont sous-dominantes. Qu'est-ce que ça entraîne? Ça entraîne un dysmicrobisme, puisqu'on a effectivement un déséquilibre de la flore. Ça entraîne des sélections de souches potentiellement virulentes et une implantation, puisqu'on a des pathogènes qui ne peuvent pas s'exprimer quand la flore est équilibrée et qui arrivent à s'exprimer quand la flore est déséquilibrée. Donc, tout est une question d'équilibre. Et ensuite, on a une sélection de souches résistantes et une diffusion. Donc, sélection de souches résistantes. Vous savez, les bactéries, elles adorent muter. Elles adorent. Voilà. Ce qu'elles font, c'est qu'à partir d'une population de 10 puissance 6, par exemple pour Enterobacter cloacae, Citrobacter frundi, Serratia marcescens, elles vont spontanément muter. Elles vont muter leur gène de régulation, de contrôle, par exemple de céphalosporinase. Donc vous avez vu, il y a 100 000 milliards de bactéries dans le tube digestif. Bon, allez, on met un petit peu d'augmentin, donc on décanille tous nos anaérobies, donc il va nous rester des entérobactéries. Donc ils vont se multiplier, parce qu'il faut savoir que le délai de multiplication d'une bactérie pour donner 2 bactéries, c'est 20 à 30 minutes pour les entérobactéries. Donc en l'espace de 24 heures, on a à nouveau un tube digestif qui n'est pas blindé d'anaérobie, mais qui est blindé d'entérobactéries. On est largement au-dessus du seuil de mutation 10 puissance 6. On arrive sur des inoculums qui sont 10 puissance 8, 10 puissance 10, 10 puissance 14, 100 000 milliards de bactéries, c'est 10 puissance 14 bactéries. Vous mettez une céphalosporine 3e génération sur un entérobactère avec un seuil
je vous ai dit de 10 puissance 6 de mutation. Eh bien, c'est sûr que vous allez décaniller vos 10 puissance 6 entérobactères moins une, celle qui aura muté. Et celle qui aura muté, eh ben, elle va se multiplier et elle va prendre le pas. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la pression de sélection antibiotique. Alors, qu'est-ce que c'est un antibiotique critique? Regardez pas la diapo. Qu'est-ce que ça vous évoque? Antibiotique critique, ça vous évoque quoi? Critique. Seul disponible. Seul disponible. Plus de résistance. Plus de résistance. Ben, en fait, c'est exactement ça. Il y a deux types. Alors, la définition, elle est dogmatique, hein, la définition des antibiotiques critiques. Elle suit la publication de la NSM 2013, mise à jour en 2015. Et il y a deux types d'antibiotiques critiques. Il y a ceux qui sont particulièrement générateurs de résistance bactérienne. Hein, je vous ai expliqué un petit peu la problématique des céphalosporines troisième génération. Et il y a ceux qui sont de dernier recours, c'est-à-dire qu'on doit utiliser jamais en première intention, mais toujours dans des cas documentés, des cas très particuliers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui sont particulièrement générateurs de résistance bactérienne. Donc l'augmentin, vous avez compris que c'est générateur, c'est normal, hein, ça vous bazarde tout dans votre tube digestif, dysmicrobisme, etc. Les céphalosporines, vous avez compris aussi, ça entraîne des dérégulations, il y a des mutations spontanées, on sélectionne. Bon, il faut savoir que dans les céphalosporines, on ne les prend pas toutes de la même manière, parce qu'il y a la pharmacocinétique qui intervient. La pharmacocinétique, c'est savoir à quel moment, sur quel site, l'antibiotique va se délivrer. Alors c'est sûr que la ceftriaxone, qui a une élimination hépatobiliaire, elle est plus génératrice de résistance que le céfotaxime. C'est pour ça qu'on va préférentiellement utiliser le céfotaxime à la ceftriaxone. Ok ? Il n'y a pas que, vous prenez le cefixime, donc qui est une céphalosporine de troisième génération orale, qui est particulièrement génératrice de résistance. Pourquoi? Parce qu'elle a une très mauvaise biodisponibilité. Donc, elle diffuse très mal sur le site de l'infection. Donc, comme elle diffuse très mal, on a des CMI qui sont beaucoup plus élevés et c'est générateur de résistance, de sélection de résistance. Donc, en gros, quand on fait l'échelle des céphalosporines troisième génération, la pire, c'est le cefixime, suivi de la ceftriaxone et suivi du céfotaxime qui normalement est la meilleure des trois. Après, il y a le problème du mode d'utilisation. Enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Les fluoroquinolones, elles, on ne sait pas pourquoi, mais elles permettent la sélection des BLSE. Elles augmentent même les portages. Vous savez que si vous faites une diarrhée à salmonelle, que vous mettez une fluoroquinolone, ce qui n'est absolument pas indiqué, hein. Je veux dire, sauf dans des cas très particuliers, pour les salmonelles mineures, on ne traite pas les salmonelles par des fluoroquinolones, ça augmente le portage de la salmonelle. Alors récemment, donc c'est au mois de juin, donc l'Organisation mondiale de la santé vient de mettre à jour la liste des antibiotiques essentiels pour qu'on survive en fait. Voilà. Donc dedans, ils ont rajouté 12 antibiotiques. Et ils ont fait un peu le même parallèle que nous sur la NSM, c'est-à-dire qu'ils ont classé en 3 catégories les antibiotiques d'accès indispensables, comme l'amoxicilline. Il faut absolument qu'on ait de l'amoxicilline partout dans le monde. Les antibiotiques qu'il faut utiliser avec précaution, donc ce sont les antibiotiques critiques, comme les fluoroquinolones, et les antibiotiques de dernier recours dont on parlait, hein, qui sont la vancomycine, qui sont la colistine par voie intraveineuse, la daptomycine, etc. Bon, ça, c'est juste pour vous dire que quand vous avez des comptes rendus de résultats, vous avez la notion antibiotique critique, ok? Vous le savez. Voilà. Vous savez que c'est classé antibiotique critique. Au même titre que vous avez l'information sur l'antibiogramme ciblé. À quoi il correspond? Pour ceux qui lisent les comptes rendus jusqu'au bout. C'est pas dit, hein. Alors, je vous ai parlé de BMR. Maintenant, on va faire un état des lieux. On va faire un état des lieux européen, national et régional. Ça, c'est en 2015, hein, on est déjà en 2017. Donc en 2015, c'est le taux de colis résistant céphalosporine troisième génération. Donc de 2001 à 2015, on passe de moins de 1% à 11% en France. Vous voyez, on est ici. OK ? 11%, c'est énorme. Donc ça veut dire qu'on est déjà dans la clonalité. On est dans l'épidémie. Voilà.
Donc il faut 3 données pour la BMR. Résistance aux antibiotiques bactéricides, bactéries qui soient pathogènes pour l'homme et l'aspect épidémique. Donc l'aspect épidémique, c'est cette diffusion horizontale qu'il y a entre les bactéries qui fait qu'on va se retrouver avec une résistance. Là, pour le coup, pour Escherichia coli, on a affaire à une pandémie. Hein, okay, c'est une pandémie. C'est-à-dire que l'ensemble du monde est touché par ce colis BLSE. Alors nous, ça va, on a encore de la chance, on est à 11%. Mais bon, on devait se dire ça en 2007, hein, on était en dessous de 5%. Regardez l'Italie. L'Italie, ces colis, c'est entre 25 et 50%. Il me semble qu'on a juste une petite frontière, hein, mais c'est juste à côté de chez nous. Il y a une population, c'est clair, mais regardez, vous voyez, on a déjà des souches résistantes chez les enfants. Ça, c'est la population par âge. 0,4 ans, 5,18, 19,64. Donc, on a déjà des enfants qui se colonisent avec, quand il y a un accouchement par voie basse, qui se colonisent avec les bactéries du tube digestif de leur mère et qui, de manière spontanée, ont déjà des colis BLSE dans le tube digestif. Mais il y a pire. Eh oui. Il y a Klebsiella. Klebsiella pneumoniae, c'est une bactérie c'est une entérobactérie hein, que vous connaissez. En digestif, vous la connaissez bien. Dans le poumon aussi, hein, ça donne des pneumopathies. C'est une bactérie qui, dans les années 2000, posait beaucoup de problèmes dans les réanimations médicales parce qu'on a déjà connu des grosses épidémies à Klebsiella pneumoniae BLSE. Mais c'était uniquement localisé dans les réanimations, donc ils ont mis en place toutes les mesures nécessaires pour endiguer l'épidémie. Le problème de Klebsiella, hein, c'est qu'elle est ultra résistante sur les supports. Okay, elle adhère et elle reste très longtemps dans l'environnement. Vous êtes porteur de Klebsiella pneumoniae BLSE dans votre tube digestif, vous pouvez être porteur pendant 1 an. Voilà. Et plus vous allez mettre des antibiotiques, plus vous allez sélectionner sa pérennité. Hein, c'est logique, puisque elle ne va pas être décanillée. Klebsiella pneumoniae, elle fait partie, là, actuellement, de la surveillance obligatoire des établissements de santé. Et ça, c'est dans le cadre du Propias 2015. Pourquoi? Parce que vous voyez, donc en 2000, en 2005, on était à 5%. En 2015, on est à 30%. Donc 30% des Klebsiella pneumoniae qui sont isolées actuellement en France sont productrices de BLSE. Mais une fois de plus, on n'est que rouge, on pourrait être pire, c'est-à-dire qu'on pourrait être comme la Pologne, entre 50 et 75%. Voire pire, il y a des niches écologiques où il y a plus de 75% de résistance aux céphalosporines de 3e génération. Et regardez, vous voyez, chez les enfants, 0,4 ans, 25% d'emblée. Je vous dis, ça fait peur. Hein. Alors, après les BMR, on passe au BHR. BHR, notamment BHRE. Alors, qu'est-ce que c'est une bactérie hautement résistante et émergente, à la différence d'une BMR? Il y a une différence entre les deux, qui est peut-être un peu plus compliquée. Voilà, en fait c'est émergent, on peut le dire. On peut dire que c'est émergent. Donc comme c'est émergent, ça se développe sous la forme de microépidémies. Et c'est pour ça qu'on met en place des mesures très astreignantes et très contraignantes pour endiguer la diffusion. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les souches qui sont porteuses, par exemple, de carbapénémase, c'est elles qui sont déjà porteuses de la BLSE. Donc c'est le coli, c'est la Klebsiella, c'est l'entérobactère. D'accord? Donc on a un gros souci qui est lié à ce portage digestif. Donc BHRE, c'est des bactéries qui sont résistantes à tout, hein, c'est toto-résistance, et en plus qui sont de niche digestive, donc la gestion des excréta, et qui donnent actuellement des microépidémies. Alors, on a de la chance, on est inférieur à 1%. Bon, enfin, on n'avait rien avant. Hein. Voilà. Après, on a démarré des petites épidémies. Mais vous voyez la Grèce, 62% de résistance. C'est énorme, hein? Alors, si nous passions à ce qui se passe à l'Institut.
Alors à gauche, vous avez les données de la partie publique. Et à droite, vous avez les données de la partie non publique, ExoQN. Alors on va commencer par l'entérobactère cloaqué. Alors je ne vous ai pas parlé de l'entérobactère cloaqué, mais c'est comme la Klebsiella. Hein. Ça c'est, voilà, on a des BLSE qui arrivent de manière insupportable et qui diffusent très longtemps, enfin qui restent très longtemps dans l'environnement. Donc vous voyez sur la partie, c'est très intéressant, sur la partie publique, bon, on ne peut pas dire qu'on en ait beaucoup, hein, mais le peu qu'on a, on a 67% de résistance aux céphalosporines troisième génération. Donc ça, c'est pas toutes des BLSE, hein, parce qu'on a d'autres mécanismes de résistance, mais c'est beaucoup de BLSE. Et quand on regarde la partie non publique, on est pareil, hein, avec là comment ça s'appelle, des données beaucoup plus conséquentes, puisqu'on a isolé de manière dédoublonnée 41 souches. Très haut niveau de résistance. Si vous regardez la ciprofloxacine, hein, sur ce type de souche, on est déjà à 30%. Et là, la ciprofloxacine, on est à 49%. Okay, vous savez qu'on ne peut mettre en antibiothérapie probabiliste, sur une infection simple que des antibiotiques pour lesquels on a moins de 20% de résistance, et pour des infections non simples, compliquées, moins de 10% de résistance. Donc quand je vous dis qu'il faut avoir une réflexion sur les pratiques d'antibiothérapie probabiliste, sur la ciprofloxacine, on a bien vu que sur la partie non publique, la ciprofloxacine était le deuxième antibiotique consommé ici. D'accord ? Pour le colis, c'est intéressant de voir que finalement, on est dans la clonalité. Vous voyez, on a une résistance à 15, sur 70 souches, on a 15% de résistance. Enfin, 16% de résistance sur la partie publique. Et nous avons 13% de résistance sur la partie privée. Alors là, les données elles sont beaucoup plus solides parce qu'il y a 210 souches de Escherichia coli. Hein, c'est sur l'année, tout ça, c'est des extractions de l'année 2016. Étant donné les différentes spécialités entre les publics et les privés, est-ce que c'est comparable? Ah oui, pour le colis, oui, ça montre la clonalité en fait. Vous avez vu, on a 11% de résistance de colis. Donc là, ce qui montre, c'est que c'est comparable. C'est-à-dire que le colis, en fait qu'il soit résistant en réanimation, qu'on prenne un patient en réanimation cardiaque ou qu'on prenne un patient en réanimation médicale, on a quasiment la même chose de tomber sur un patient qui est porteur de colis BLSE. On est à 11%. Voilà. Donc on est plutôt sur les 12%. Ce qui n'est pas le cas pour la Klebsiella, parce que vous voyez par exemple, on n'a aucun cas de résistance Klebsiella pneumoniae pour la partie publique, alors que pour la partie privée, on est à 35%, c'est-à-dire les données que je vous ai données. On est pile poil dans les données nationales. L'idée, c'est que chaque patient a une écologie différente en fonction de son vécu. Mais que, si on pense à du colis, je veux dire qu'on soit de la partie publique ou la partie privée, on a exactement le même taux de résistance. Parce que ça, c'est la diffusion endémique. C'est ça qui est intéressant. Et quand on regarde les quinolones, si vous voulez, je veux dire, on n'est pas tellement... les quinolones, on a quand même 18% de résistance. Donc, ce qui est élevé pour la partie publique, hein, pour de la cardio. On a quand même déjà 18% de résistance de l'Escherichia coli, hein, sur 78 souches. Là, on est à 35% de résistance. Vous voyez une espèce de confluence des résistances sur l'Escherichia coli et des spécificités sur les bactéries qui sont, elles, hautement épidémiogènes, comme Klebsiella pneumoniae. Alors quand même, moi je voulais qu'on fasse un petit peu ce constat, c'est que ça fait des années qu'on sait que les bactéries, elles savent s'adapter. On a commencé à produire la pénicilline et dans la foulée, il y a eu une première publication, donc ça date de 1940. Ils faisaient de la production de pénicilline via des bidons de lait, puis ils se sont rendus compte que la production sur un bidon de lait, elle était moins bonne que sur les autres. Et ils ont identifié la première pénicillinase à ce moment-là, 1940. Ok ? Et puis, alors là, je vous présente celui qui m'a formé à l'antibiorésistance, qui est le professeur Alain Philippon, professeur émérite, qui lui a découvert
la mère, on va dire, ou le progéniteur de la CTXM, c'est-à-dire l'enzyme qui actuellement code pour la résistance aux bêta-lactamines, aux fameuses BLSE. Donc cette découverte, elle date de 2002. Donc les CTXM, c'est celles qui évoluent de manière clonale, hein, qui donnent ces résistances à Escherichia coli, à Klebsiella, etc. La découverte, elle date de 2002 et c'est une mobilisation d'un gène chromosomique de Cluvera ascorbata, hein, d'une bactérie environnementale, sur une bactérie d'animaux à sang chaud. Donc on peut se dire qu'on n'est pas très réactif quand même. Vous voyez? Puis il n'y a pas que ça. Vous voyez, le canard enchaîné, il en parlait déjà. Hein, le canard enchaîné, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire on était déjà sur les antibiotiques sont prescrits à tort et à travers. Du coup, les bactéries font de la résistance et attaquent sec. On était en pleine épidémie. Alors quand vous regardez la photo, vous pensez, c'est quelle époque ça? 1950 70. Donc là, ça c'est un médecin. Ça c'est une consultation d'un enfant, jeune enfant, ok? C'est la mise en place des bandelettes urinaires. Ça date de cette époque-là. Donc ça fait plus de 50 ans que les bandelettes urinaires sont à disposition pour faire ce qu'on appelle des orientations diagnostiques rapides. Et qu'elles ne sont pas utilisées en ville, elles ne sont quasiment pas utilisées. Okay. Bon, on dispose de recommandations, mais le problème c'est qu'on en a trop. Je passe, donc c'est difficile de converger. Et surtout, on dispose d'une politique. Alors cette politique, elle a démarré par les antibiotiques, c'est pas automatique. Elle a été suivie des recommandations sur les établissements de santé. C'est très intéressant parce que c'est les premières recommandations sur ce qu'on appelle l'antibiogramme restreint. Il y avait une collaboration entre tous les acteurs pour que les laboratoires de microbiologie réduisent les antibiotiques rendus. Donc 2008. Ensuite, je vous ai mis les grandes lignes. En 2010, on a l'émergence des BMR avec des lettres à destination des professionnels de santé, les antibiotiques critiques dont je vous ai parlé, une très belle feuille de route de l'HAS, 2 pages qui vous dit tout sur comment bien gérer les antibiotiques. L'instruction de 2015 qui là met vraiment à nouveau en avant l'antibiotique. Enfin, c'est la première fois vraiment qu'on parle d'antibiotiques ciblés, d'antibiogrammes ciblés. Et puis les dernières recos qui deviennent opposables sur la prise en charge des infections urinaires par l'HAS en novembre 2016. Tout ça, ça suit les 3 plans antibiotiques diversifiés. Donc on a une vraie politique. On a une vraie politique et je peux vous dire qu'ils sont en train de serrer les vis, clairement, puisque là, ils nous ont pondu, grâce aux forces de proposition de Carlet et de l'ensemble de ses collaborateurs, 13 grandes mesures interministérielles. 13 grandes mesures, hein, on va dire. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer. Donc, qui se déclinent donc, en 5 thématiques, 13 mesures, 40 actions, avec vraiment des pilotages. Hein, et je peux vous dire que dans les pilotages, il n'y a pas beaucoup dans le corps médical. Hein. Donc, voilà. Pilotage et des dates de mise en œuvre qui sont définies. Alors, je vous ai mis une thématique qui est la formation et le bon usage. Donc la formation, finalement, formation, information, c'est ce qu'on est en train de faire. Et donc dans la mesure 10, l'action 10, par contre, excusez-moi, c'est limiter la liste des antibiotiques testés, transmises aux prescripteurs. Donc c'est ça l'antibiotique, l'antibiogramme ciblé. Ça, c'est notre Bible, c'est la Bible des microbiologistes. La Société française de microbiologie, donc, a été mandatée par la Direction générale de la santé pour nous inciter à mettre en place l'antibiogramme ciblé avec une annexe qui nous explique tout. Alors à quoi ça sert l'antibiogramme ciblé? Parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment évoqué les composants de l'antibiogramme ciblé. La première chose, c'est ne plus croire qu'un antibiotique peut marcher car testé et rendu sensible. Parce que sincèrement, c'est une vision très parcellaire. C'est très compliqué l'antibiogramme, hein. C'est très compliqué les bactéries, on est dans le monde du vivant. C'est aider le prescripteur à mieux choisir la molécule appropriée, donc au site, c'est-à-dire qu'on va
rendre une molécule qui diffuse aussi de l'infection. Hein, on ne va pas rendre une molécule qui ne diffuse pas aussi de l'infection. Il y a encore des laboratoires qui rendent la piostacine dans les urines. La piostacine, ça ne diffuse pas dans les urines. Il n'y a aucun intérêt à rendre la piostacine. Okay, donc, au contexte clinique, parce qu'on ne va pas traiter de la même façon une cystite et une pyélonéphrite. Hein, parce que ce qu'on veut dans une cystite, c'est des concentrations minimales inhibitrices qui ne sont pas forcément aussi importantes que dans une pyélo, où là, on doit rentrer dans le parenchyme. Okay, aux différentes recommandations, et on en a des tonnes, hein, la SPIF, la NSM, l'HAS, au risque écologique et iatrogène, c'est-à-dire qu'on ne doit pas inciter à utiliser les antibiotiques critiques de dernier recours quand on a d'autres choix. Parce que je vous aime bien, monsieur Alberto. Et donc améliorer les échanges entre cliniciens et biologistes sur des retours d'expérience. Et puis aussi, il y a faire face à la rupture. Vous savez qu'on a beaucoup de ruptures. Vous êtes au courant. On a des ruptures régulières qui a fait l'objet d'une info en mai 2017 par Céline Pulcini. Je ne sais pas si vous la connaissez parce que c'est quand même une ancienne de Nice, une infectiologue brillante donc, qui a rejoint l'OMS, qui est coordinatrice de l'antibiorésistance et qui a plein d'idées. On a des soucis avec l'augmentin, on a des soucis avec le Bristopen, on a des soucis avec le clavantin, enfin de manière régulière et de manière fréquente et qui va arriver de plus en plus souvent parce que vous savez, on est dans une société de production où on a de moins en moins de producteurs hein, donc, et une société de contrôle. Donc dès qu'il y a un problème, la production elle s'arrête. Okay, donc il faut qu'on sache gérer nos stocks. Ça c'est obligatoire. Donc non seulement il faut qu'on économise les antibiotiques qui ne doivent pas être utilisés dans des situations où ils ne sont pas indiqués de manière à les conserver pour leur vraie valeur. Alors en pratique, l'antibiogramme ciblé c'est très compliqué. L'antibiogramme ciblé c'est je prends une bactérie avec un site de prélèvement, je prends un sexe, un âge, des signes cliniques si possible, c'est le contexte infectieux. Je mets tout ça dans une moulinette avec des mots barbares. Hein, ça, c'est le jargon des microbiologistes. C'est-à-dire que j'ai un middleware, c'est la convergence de toutes mes données sur une informatique unique. Je mets en place des règles, des algorithmes, une expertise et j'obtiens un antibiogramme ciblé. Donc, ça ne se fait pas comme ça. De manière plus simple, en entrée, je teste un certain nombre d'antibiotiques sur un couple germe-antibiotique. Hein. Par exemple, sur le pio, je ne vais pas tester l'augmentin parce que c'est une résistance naturelle. Okay, donc, j'ai un certain nombre de molécules que je vais tester, qui sont recommandées par le CASFM. Je vais utiliser donc cette technique et en fonction de ça, je vais commencer à travailler mon algorithme. C'est-à-dire que je vais travailler sur le site. Si c'est une hémoculture ou un ECBU, je ne vais rendre que sur une hémoculture que ce qui est bactéricide. Bien entendu, je ne vais pas rendre du bactériostatique. Sur une urine, que ce qui diffuse dans les urines et ce qui est recommandé. Ok. Je vais suivre les recommandations de la SPILF sur l'ensemble des infections. Je vais choisir en fonction du sexe. Il y a des antibiotiques, par exemple la phosphomycine, elle n'est pas indiquée chez les patients de plus de 75 ans. Elle n'est pas indiquée chez l'enfant. Le méthylénam, il n'est pas indiqué chez l'enfant non plus. Les quinolones, à part la ciprofloxacine, et que pour les pédiatres, n'a pas d'AMM pour les enfants. L'âge, c'était l'âge. Hein, voilà. Oui, le sexe, c'est effectivement, on ne va pas utiliser les mêmes molécules, mais ça vous allez voir, chez l'homme et chez la femme. Ok, et puis en plus, il y a la femme enceinte. Mais ça, je ne vous l'ai pas mis parce qu'on n'a pas les données. Et enfin, l'écologie. Donc, avec l'ensemble de ces données qui sont des données robustes, faciles, donc on va tester un certain nombre de molécules et on va en rendre un certain nombre qui ne correspond pas forcément à ce qu'on a testé initialement. Alors, il faut savoir, après je vais vous montrer des exemples, qu'on a d'autres critères de réflexion. L'antibiogramme ciblé, finalement, c'est un antibiogramme en devenir, c'est de l'antibiogramme à la carte. Voilà, on peut aller très très loin. En Belgique, ils peuvent rendre 3 à 4 molécules. Okay, mais pour ça,
il faut qu'on ait des éléments qui soient pertinents et qui s'inscrivent dans le big data, c'est-à-dire qu'ils puissent être introduits dans notre processus de travail et que derrière l'algorithme décisionnel, parce que l'algorithme, il est automatique. Hein, ce n'est pas le petit biologiste qui va filtrer ses antibiotiques. Hein, c'est vraiment... Donc effectivement, les renseignements cliniques sont des éléments bloquants parce qu'il faut qu'ils soient pertinents, il faut qu'ils s'intègrent. Et puis surtout, on a toujours des risques. Hein. Surtout chez la personne âgée, ce n'est pas toujours évident d'avoir des signes cliniques pertinents. Le mode de prélèvement, c'est sûr que si on n'a pas d'informations pertinentes sur comment le patient est prélevé, je pense aux urines, si on ne sait pas qu'il y a une sonde à demeure, si on ne sait pas qu'il y a une sonde de double J, de toute façon, ce n'est pas la même technique et ce n'est pas la même interprétation. Donc forcément, ça va poser problème. Bon, le référencement des établissements de santé, on pourrait très bien faire de l'antibiothérapie à la carte. Vous avez tels antibiotiques, on va vous rendre les antibiotiques que vous avez. Voilà. Mais il y a toujours un risque aussi. La grossesse, c'est compliqué puisqu'il faut intégrer le stade, hein, puisqu'il y a des antibiotiques qui sont contre-indiqués. Et l'âge, ce qui pose problème, c'est entre 65 et 75 ans, parce que les critères de Fried ne sont pas toujours disponibles. En tout cas, nous, on ne les a pas au laboratoire. Je ne vois pas comment, là, pour l'instant, on pourrait les incorporer. Juste un petit focus sur l'augmentin. Je ne sais pas si vous savez, je vous rends 2 augmentins. Est-ce que vous avez vu dans l'antibiogramme qu'il y a 2 augmentins? Tu vois, tu comprends pourquoi je m'adresse à toi? Donc, il y a 2 augmentins. C'est très facile à comprendre. Hein. Donc, ça, c'est les CMI. CMI, concentration minimale inhibitrice. Donc, on accepte pour là. Une CMI jusqu'à 8. Jusqu'à 8, l'augmentin sera rendu sensible. OK? Et là, jusqu'à 32. Et là, ils ont mis cystite. Pourquoi on met une telle différence? Eh bien, parce que dans les cystites, on traite une infection védicale, hein, simple, et donc on a une concentration urinaire très importante d'augmentin. Donc ça marche. Tandis qu'une infection qui n'est pas une cystite, une pyélonéphrite par exemple, on n'aura pas du tout sur le site la même quantité de molécules. Donc on est capable de vous rendre une souche qui est augmentin S pour la cystite et augmentin R pour la non-cystite. Vous saisissez la différence? Ça devient très compliqué, hein, la bactério. Alors, un exemple. Donc, une jeune femme qui arrive aux urgences. On va tester, elle a une cystite, on va dire qu'elle a une cystite. On va tester 18 antibiotiques. Ok, donc c'est dans ce panel-là. Donc, vous voyez les sensibilités R1, R et S. Et on va mettre en place notre petit algorithme d'antibiogramme ciblé. Donc, on va mettre en place 6 règles de masquage. Et du coup, il y aura 12 antibiotiques sélectionnés. On enlève la ticare, on enlève la tazo, parce qu'il n'y a pas de raison de mettre la tazocilline. Hein, l'augmentin est là, il y a le mésilinam. On enlève la céfoxytine, c'est un antibiotique de dernier recours. L'acepta n'est pas indiqué pour les Escherichia coli. L'ertapenem, parce que c'est un antibiotique de dernier recours. L'acide nalidixique, parce que ce n'est plus commercialisé et que ce n'est pas indiqué. Et donc, vous avez un antibiogramme qui est spécifique à l'Escherichia coli et au sexe et à l'âge de cette patiente. Parce que si on prend la même, cette dame, avec exactement le même antibiogramme, eh bien, on aura 11 antibiotiques, puisqu'on ne va pas donner la phosphomycine. Elle a plus de 75 ans, donc ce n'est absolument pas indiqué de la traiter par de la phospho, sauf avis d'expert, avis de Véronique Mondin. Voilà. Parce que de temps en temps, on n'a pas d'autre choix. Hein, donc l'infectiologue intervient. Un monsieur, donc on a toujours 18 antibiotiques testés. Vous voyez, c'est une souche qui est sensible à tout. On a de la chance. OK. Donc là, on va passer la moulinette et on va mettre en place 12 règles de masquage. C'est-à-dire qu'on va éliminer l'augmentin, puisque l'amoxicilline est sensible. On va éliminer tout ce qui est antibiotique de dernier recours. Et on va éliminer le céfixime, qui n'a aucune indication chez l'homme, ainsi que la phosphomycine, la furadentine et le mésilinam. Et ça donne 8 antibiotiques rendus. Donc un plus petit antibiogramme. OK? Donc c'est pas qu'on les teste pas, c'est qu'on les rend pas. Donc une patiente, pareil, elle arrive, elle n'a pas de chance. Bon, c'est une cystite simple, hein, mais dans ses urines, elle a un colis BLSE. Donc là, par contre, on ouvre. Hein, on a finalement plus que 3 règles de masquage.
qui correspond finalement à des antibiotiques qui sont non référencés ou qui n'ont pas d'indication pour le germe. Hein, parce que nous, on fait un panel par groupe, entérobactéries, etc. Voilà. Donc l'antibiogramme va être beaucoup plus large puisqu'on va ouvrir notamment les antibiotiques de dernier recours. On n'a pas le contexte clinique. Hein. Je vous parle de cystite, mais nous, au laboratoire, on vit dans un monde... voilà, on n'a pas toutes les informations nécessaires, donc on ne peut pas vous priver des molécules dont vous avez besoin. Je reprends ma petite mamie. Et puis là, elle a un Enterococcus faecalis dans ses urines, 14 antibiotiques testés, ok. Et à la fin, je vais faire 8 règles de masquage et je vais vous rendre plus que 6 antibiotiques. Sur les 6 antibiotiques, il faut dire que l'Enterococcus faecalis, vous savez, globalement, c'est résistant à tous les antibiotiques qu'on utilise dans les infections urinaires. C'est pour ça qu'on a souvent des Enterococcus faecalis, secondairement, à une infection à entérobactéries. Hein, la nature a horreur du vide, donc on a une sélection qui se fait. Hein, l'entérocoque se met à pousser, résistance au quinolone, résistance au C3G, résistance au Bactrim, résistance à la phospho. Donc tout ce qui est utilisé de manière globale dans les infections urinaires. C'est pour ça qu'il n'est pas préconisé de faire des contrôles chez les patients qui vont bien, parce que quand on cherche, on trouve. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de l'Enterococcus faecalis. Et vous voyez qu'il ne reste plus grand-chose. Il ne faut pas être allergique aux bêta-lactamines. Donc la conclusion de l'antibiogramme ciblé, c'est que c'est ciblé à condition de disposer de règles automatisées, c'est notre fameux algorithme. C'est ciblé sur des critères qui doivent être fiables et exploitables, donc il faut que les données d'entrée elles soient pertinentes tout le temps. Elles sont ciblées sur les résultats, mais pas sur les tests. C'est-à-dire qu'on est dans la communication. Si jamais on doit ouvrir une molécule parce que la situation clinique le demande, eh bien, on rend la molécule. Ce n'est pas un problème puisqu'elle est testée, elle est archivée chez nous. C'est perfectible, je vous l'ai dit, on peut faire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va sur l'antibiogramme qui est à la carte. Et actuellement, sur le plateau que je dirige, c'est élargi à tous les prélèvements. Tous. Donc vous avez pour tous les prélèvements de l'antibiogramme ciblé, perfectible ou pas. Alors je suis un peu là aussi pour, vraiment je suis là pour faire du plaidoyer de bonnes pratiques en antibiothérapie parce que j'ai beaucoup d'histoires à vous raconter. Moi je suis les patients, je vois comment ça se passe. L'antibiogramme ciblé, c'est pas grand-chose finalement. C'est juste un outil qui peut vous aider, mais ça ne suffit pas. La bonne pratique de prescription des antibiotiques, ça doit s'inscrire dans un processus. Et ce processus, il n'est pas si complexe que ça. Mais le processus, il suit un petit peu la règle des 5 M. C'est-à-dire qu'on doit gérer la matière qui est l'antibiotique. Gérer la matière qui est l'antibiotique, c'est gérer les stocks. C'est avoir les antibiotiques qu'il faut, c'est-à-dire qui reposent sur les recommandations. Je travaille avec beaucoup de SSR et EHPAD. Il y a certains SSR et EHPAD qui n'ont pas le méthylinam, par exemple. Alors que c'est la molécule, l'une des molécules recommandées dans les cystites à risque de complications. Ok, donc ça c'est pour les antibiotiques. Ensuite, il nous faut un environnement. Alors l'environnement, finalement, vous l'avez, puisque l'environnement, c'est l'écologie, c'est la mobilité du patient, c'est son histoire, c'est est-ce qu'il a reçu des antibiotiques avant, parce que ça va vous indiquer son écologie. Vous avez l'écologie de l'institut, vous avez l'écologie par secteur d'activité. On peut même faire par étage, ok, mais vous avez aussi l'écologie régionale, vous avez l'écologie nationale, donc vous avez une sensibilisation et vous devez avoir une sensibilisation sur les résistances actuelles des germes aux antibiotiques. Donc bien sûr, il faut des méthodes. Les méthodes, c'est aussi avoir à disposition des outils informatiques, mais des antibiocliques, peut-être, aux urgences, ou pas, en ville. Antibiotiques, ça marche très bien, je ne sais pas si vous connaissez. Avoir des référentiels, en tout cas savoir converger la connaissance de manière à ce qu'elle vous touche tous
et qu'il n'y ait pas de disparité entre les opérateurs. Parce qu'actuellement, il y a une vraie disparité sur la manière dont on va traiter les patients avec des antibiotiques. Du matériel, bien entendu. Hôpital numérique, hein, c'est pour demain. Hein. Je veux dire, la convergence, elle passe aussi par hôpital numérique, c'est-à-dire toutes les données patients. La main-d'œuvre, ben, c'est qui intègre ce processus? Mais c'est tout le monde. Hein. C'est-à-dire, il n'y a pas que les médecins à sensibiliser. Il y a la direction, il y a les infirmières, il y a les patients, tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous dans ce processus pour aider à mieux pratiquer. Antibiogramme ciblé, vous voyez, il est dans c'est un petit là, un petit dans la méthode. Oui. Voilà, et pour vous montrer finalement ce qui s'est passé sur l'année, donc on a monté un groupe de travail avec Florence Chaubert, Arnaud de la Chapelle, Didier Deroche et Madame Gondouin sur l'antibiothérapie afin de signer la charte d'engagement des établissements au juste usage des antibiotiques. Donc ça a été signé en mars 2017. Alors il faut savoir que cette charte, elle entraîne 4 actions, c'est-à-dire qu'on doit surveiller son écologie et sa consommation d'antibiotiques et en avoir une analyse critique qui est régulière. On doit avoir des référents antibiotiques. On doit former, on doit faire la promotion des bonnes pratiques. On doit cibler des orientations prioritaires. On doit parler d'hygiène. Et on doit être force de proposition. Je parle force de proposition notamment en extérieur parce que vous êtes en lien avec les médecins de ville, avec les patients. On doit adhérer au réseau. Voilà, donc ça c'est passé par Consores. Effectivement, l'Institut appartient au réseau PACA Est, Azur Klein, etc. Je vous remercie.